Il y a des détails qu'il est difficile à accepter. On aimerait croire que le mal se voit, qu'il a un visage particulier, une démarche étrange, une voix inquiétante. Mais la vérité, c'est que le mal peut sourire, tenir la porte à une vieille dame, plaisanter à la machine à café, et le soir, nourrir des pensées qu'aucun esprit sain n'oserait formuler. Bienvenue sur les secrets du mal. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'esprit des tueurs en série et découvrir 5 signes qui reviennent souvent chez eux. Ce ne sont pas des recettes magiques pour détecter un futur meurtrier, ni des critères pour accuser n'importe qui. Mais ce sont des constantes, des motifs qui apparaissent encore et encore quand on étudie ces prédateurs humains. 5 fissures dans le masque, 5 ombres qui se cachent derrière un regard en apparence banal. Avant de commencer, une chose importante. La grande majorité des gens qui présentent un de ces traits ne deviendront jamais des tueurs en série. Ce que tu vas entendre n'est pas un test pour juger ton voisin, ton collègue ou toi-même. Ce sont des éléments qui, combinés, renforcés, mal orientés, peuvent participer à créer un monstre. Le mal ne naît jamais d'un seul détail. Il est le résultat d'un mélange toxique de personnalité, d'environnement, de traumatisme et de choix. Avec ça en tête, on peut commencer. Premier signe, l'inobsession du contrôle et du pouvoir sur les autres. Chez beaucoup de tueurs en série, tuer n'est pas seulement une question de violence, c'est une question de domination totale. La victime n'est plus une personne, mais un objet, un corps que l'on manipule, que l'on déplace, que l'on fait souffrir pour se sentir supérieur. Pour certains, chaque étape est une mise en scène de contrôle. Choisir la victime, l'attirer, l'isoler, la ligoter, lui dicter ce qu'elle doit faire, lui retirer toute liberté, jusqu'à la vie elle-même. Ce n'est pas seulement le meurtre qui les intéresse, c'est la sensation de pouvoir absolu, de décider qui vit, qui meurt, qui a le droit de parler, de résister, de respirer. On retrouve souvent ce besoin de contrôle au-delà du crime lui-même. Certains aiment manipuler les enquêteurs, leur envoyer des lettres, des indices, des messages codés, juste pour le plaisir de se sentir plus intelligent que tout le monde. D'autres profitent des interviews, des documentaires, des livres à leur sujet pour continuer à contrôler le récit, embellir leur image, se donner une aura de génie du mal. Ils ne supportent pas l'idée d'être de simples criminels pathétiques. Ils préfèrent se voir comme des maîtres du jeu, des metteurs en scène de leur propre légende. Tuer, pour eux, c'est aussi se raconter une histoire où ils sont les seuls à tenir les fils. Ce besoin de contrôle ne commence pas forcément au moment des meurtres. Il peut se voir plus tôt, d'une façon plus discrète. Un goût pour la manipulation dans les relations, une tendance à rabaisser les autres, à les utiliser, à tester jusqu'où ils peuvent aller sans se faire prendre. Certains adorent créer des situations où ils ont l'ascendant moral, psychologique ou matériel sur quelqu'un d'autre. Ils se nourrissent du sentiment de supériorité. Et quand cela se combine avec un manque d'empathie et des fantasmes violents, ce pouvoir-là peut prendre une tournure extrêmement sombre. Deuxième signe, une absence d'empathie glaciale masquée par un visage parfaitement normal. Beaucoup de tueurs en série sont décrits de la même manière par ceux qui les connaissaient. C'était quelqu'un de discret, il ne faisait pas de vagues, on ne l'aurait jamais imaginé capable de ça. Ce contraste entre la monstruosité des actes et la banalité de l'apparence vient d'une chose simple et terrifiante. Ces personnes apprennent à jouer un rôle. Elles observent les autres, imitent leurs réactions, copient les émotions attendues, mais ne les ressentent pas vraiment. L'absence d'empathie, c'est cette incapacité à se mettre à la place d'autrui, à ressentir sincèrement sa douleur, sa peur, sa n'existence. Pour toi, la souffrance d'une autre personne peut être insupportable à regarder. Pour eux, ce n'est qu'une donnée, un bruit de fond, un détail dans un scénario qui sert leur désir. Ils peuvent entendre les cris, voir la panique dans les yeux de la victime et rester intérieurement calmes, voire excités. Le cerveau émotionnel est comme coupé. L'autre n'est plus un être humain, c'est une fonction, une cible, un jouet. Mais dans la vie quotidienne, beaucoup savent qu'ils doivent se fondre dans la masse pour survivre, travailler, se déplacer sans attirer l'attention. Ils apprennent donc à porter un masque. Ce masque, c'est le sourire au bon moment, la blague au bon endroit, le bonjour poli au voisin, l'air concerné quand un collègue raconte un problème. Certains vont même plus loin. Ils se construisent une vie de façade irréprochable. Mari ou épouse exemplaire, parents attentifs, employés sérieux, parfois même engagés dans la communauté. Ils savent que plus la façade est propre, plus le monstre derrière peut agir tranquillement. Ce décalage est l'un des aspects les plus dérangeants des tueurs en série, parce qu'il attaque une de nos croyances les plus rassurantes.
On reconnaît le mal quand on le voit. Eux prouvent le contraire. Le mal peut être poli, bien coiffé, ponctuel, serviable. L'absence d'empathie ne s'entend pas forcément dans la voix, ne se voit pas toujours dans le regard. Elle se révèle dans leurs actes, et souvent beaucoup trop tard. Troisième signe, des fantasmes violents répétitifs qui finissent par envahir toute leur vie intérieure. Avant le premier meurtre, la plupart des tueurs en série ont déjà tué des centaines de fois dans leur tête. Ils imaginent encore et encore des scènes de domination, de torture, d'humiliation, de meurtre. Au début, ce ne sont peut-être que des pensées intrusives, des images fugaces, mais au fil du temps, ces scénarios deviennent plus précis. Ils se transforment en vrais scripts mentaux, avec un décor, des rôles, des gestes, des mots. Ces fantasmes ne sont pas des simples idées dérangeantes que l'on chasse en se disant « ce n'est pas normal ». Pour eux, ce sont des échappatoires, des sources de plaisir, d'excitation, de relifement. Certains se replient dans ce monde intérieur pour échapper à une réalité frustrante, un sentiment de nullité, d'impuissance. Dans leurs fantasmes, ils sont tout-puissants. Ils décident de tout, contrôlent tout, possèdent tout. Plus la réalité les réduit, plus leur monde imaginaire devient démesuré, violent, totalitaire. Avec le temps, ces fantasmes peuvent ne plus suffire. Ils veulent plus, ils veulent voir, toucher, concrétiser. C'est là que le passage à l'acte devient possible. Le cerveau, habitué à ces scénarios, commence à chercher comment les rendre réels. Ils repensent à des endroits isolés, à des personnes vulnérables, à des moments où il y a peu de témoins. Le fantasme, nourri pendant des mois ou des années, se transforme lentement en plan. Quatrième signe, une planification méthodique et une organisation parfois glaçante. Contrairement à un meurtre impulsif, commis dans la rage ou la panique, beaucoup de tueurs en série préparent leurs crimes. Ils choisissent un type de victime qui répond à certains critères: âge, sexe, apparence, style, fragilité. Ils repèrent des lieux, des parkings isolés, des forêts, des routes peu fréquentées, des quartiers où la police passe rarement. Ils testent parfois leur environnement. Combien de temps met quelqu'un à passer ici? Y a-t-il des caméras? Quel est le moment où la rue est la plus vide? Certains vont jusqu'à organiser toute leur vie autour de cette double existence. Ils aménagent un endroit secret, un garage, une cave, une chambre verrouillée, un coffre dans une voiture. Ils achètent du matériel, trouvent des prétextes pour s'absenter, se créer des alibis. Ils apprennent à effacer, nettoyer, cacher, brûler. Ce n'est plus un simple dérapage, c'est un projet mortel. La planification ne concerne pas seulement le comment du crime, mais aussi le après. Des tueurs réfléchissent à la manière dont les médias pourraient parler d'eux, à la manière dont l'affaire serait perçue. Certains adaptent leur mode d'opération pour brouiller les pistes, pour éviter un profilage trop évident. D'autres, au contraire, laissent volontairement des signatures, des détails répétitifs, parce qu'ils veulent qu'on sache qu'il s'agit de la même personne. Le rituel devient une marque, un logo macabre apposé sur chaque crime. Ce niveau d'organisation montre quelque chose d'important. Pour beaucoup, les meurtres ne sont pas des accidents, mais l'aboutissement d'un processus. Un mélange de fantasmes, de frustration, de haine, de besoin de contrôle qui finit par se cristalliser dans un plan concret. Et plus ce plan est répété, plus ils se sentent en confiance. Ils s'améliorent, corrigent leurs erreurs, deviennent plus efficaces, plus difficiles à arrêter. Jusqu'au jour où une imprévue, un détail, une victime qui se bat différemment, une caméra de sécurité, vient enrayer cette mécanique. Cinquième signe, un passé souvent marqué par des traumatismes, des violences ou des carences affectives extrêmes combinées à une personnalité déjà fragile. Il faut être très clair ici. La grande majorité des gens qui subissent des violences dans l'enfance ne deviennent jamais des tueurs en série. Beaucoup se reconstruisent, se battent et deviennent même des personnes profondément empathiques. Le traumatisme ne condamne pas au crime, mais quand on regarde l'histoire de beaucoup de tueurs en série, on retrouve souvent des enfances abîmées, des parents violents, absents, humiliants, des abus physiques, psychologiques ou sexuels répétés, une absence totale de repères affectifs stables. Grandir dans un environnement où la violence est la norme peut fausser profondément la perception du monde. L'enfant peut apprendre que la douleur n'a pas d'importance, que les autres ne comptent pas, que la seule façon d'exister, c'est de dominer ou de se soumettre. Si on ne reçoit jamais d'amour, de reconnaissance saine, il peut chercher plus tard des formes de puissance tordues pour compenser ce vide. Si on ajoute à cela une personnalité antisociale, narcissique ou des troubles de la personnalité déjà présents, le cocktail devient explosif. Pour certains, la violence subie se transforme en fantasme de revanche. Ils ne visent pas forcément leurs anciens bourreaux,
mais rejouent, à travers leurs victimes, les scènes de domination qu'ils ont connues, cette fois en tant que bourreaux. Ils inversent les rôles. Dans leur esprit, ils ne sont plus les victimes impuissantes de leur passé, mais les maîtres tout-puissants de leur présent. Ils peuvent se dire qu'ils reprennent le contrôle, qu'ils se vengent symboliquement du monde entier. Le traumatisme n'est pas une excuse, mais il est souvent une des racines du monstre. En réunissant ces 5 signes, un portrait commence à apparaître. Un besoin obsessionnel de contrôle et de pouvoir, une absence d'empathie masquée par un visage socialement acceptable, des fantasmes violents qui tournent en boucle dans l'esprit, une planification froide, méthodique, parfois presque professionnelle du crime, et enfin, souvent, une histoire personnelle où la violence, la négligence ou l'humiliation ont laissé des cicatrices profondes. Mais même avec tout cela, il manque toujours un élément, le choix, le moment où la pensée devient action, où le fantasme devient meurtre.